C'est la dernière table ronde et c'est même une masterclass. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vais vous demander un petit peu d'attention. C'est vrai qu'on a l'impression comme ça que le plateau s'est dégarni, mais on a quand même à ma droite quelqu'un qui est 9 fois champion du monde de BMX, l'un des sportifs français les plus titrés, Mathias Dandois, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir à Demain le Sport. Bonsoir Mathias. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être. Tout le monde va bien. Ouais, ils ont l'air. Ils ont l'air. Alors, avant de commencer à parler un petit peu avec Mathias, je vous donne une information importante. À la fin de cette séance, de cette séance de questions-réponses, il y aura une petite séance de dédicace. Et pour les fans les plus sympathiques, ce livre sera offert. Le livre Figure du bitume qui vient de sortir au mois de septembre aux éditions Flammarion et qui raconte un récit autobiographique de la carrière de Mathias Dandois, un livre assez passionnant, avec beaucoup de détails. On va effleurer un petit peu toute cette vie parce qu'on ne peut pas prétendre dans le format qui nous est imparti la raconter intégralement, Mathias. Mais c'est très intéressant. Vous avez 35 ans, Mathias Dandois. Vous êtes pratiquement, j'allais dire, retiré de la compétition. Je dis ça parce que, si je ne me trompe pas, dans quelques jours, vous avez un dernier objectif, un dernier championnat du monde. Il y a quelques jours, vous avez raflé le 3e titre de champion d'Europe de votre carrière, de BMX. Et là, vous visez un 10e titre de champion du monde, c'est bien ça ? Oui, exactement. Les championnats du monde, c'est à Abu Dhabi, ça commence le 17 décembre. Donc ça doit être ça, dans une vingtaine de jours. Et il y avait les championnats d'Europe le week-end dernier au Luxembourg. Et c'était les 3e championnats d'Europe organisés officiellement par l'UCI et l'UEC. Et donc j'ai gagné les 3 organisés, donc c'est chouette. Je crois que ça mérite des applaudissements, effectivement, parce qu'une telle carrière, c'est quand même assez rare. Mathias, avant de parler de votre vie et de la façon dont vous êtes arrivé dans le BMX, il y a une question, peut-être l'Assemblée se pose, à moins que tout le monde soit hyper spécialiste, c'est pourquoi on ne vous a pas vu au JO cet été, sur ce magnifique spot sur la place de la Concorde avec l'obélisque. On a vu la médaille d'Anthony Jean-Jean, mais vous n'étiez pas là. Dites-nous. Oui, c'est vrai, on m'a vu pour d'autres raisons au JO, mais pas sur la partie compétition. Ma discipline, quand le CIO a décidé de rentrer le BMX aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, du coup, ils ont pris le BMX Park Freestyle et le BMX Flat. Cette décision, elle a été prise en 2018, du coup, pour Tokyo. Et il n'y avait pas assez de filles qui étaient à haut niveau dans la discipline. Et comme Tokyo et après Paris voulaient la parité, homme-femme, ce qui est extraordinaire, mais c'était pas assez performant du côté féminin, ils ont décidé de ne pas faire rentrer ma discipline, donc le flat. Et ce qui est dommage, c'est que en 2024, le niveau féminin a vraiment explosé, grâce notamment à l'intégration des autres disciplines aux Jeux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'événement médaillable, mais on était en démonstration, en table ronde et en initiation au parc urbain à la Concorde. C'était déjà super d'y être. Le BMX flat, j'explique en une phrase, parce que le BMX street, le BMX flat, c'est pas la même chose. Le flat, c'est des figures de freestyle sur un vélo, à même le sol. On fait voltiger le vélo, on tourne autour peut-être parfois du cadre, du guidon. Ça n'a rien à voir avec la discipline dans laquelle Anthony Jean-Jean a remporté une médaille. On a compris votre explication. Alors, Mathias, vous avez démarré le BMX très tôt. Et alors, il y a quelque chose qui est assez amusant dans le livre. Vous racontez que c'est en regardant une émission de télé d'Evelyne Thomas. Je ne sais pas si tout le monde connaît Evelyne Thomas, ce n'est pas une présentatrice très connue. Vous regardez, à mon époque, elle était super connue. Elle était super connue à l'époque où vous l'aviez vue, donc c'était il y a une quinzaine d'années, peut-être même 20 ans. Racontez-nous ce déclic précisément. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? C'était il y a 23 ans. 23 ans, c'est terrible d'être vieux comme ça. Non, mais moi je faisais du foot. À la base, je suis un gamin de banlieue parisienne, 91, Épinay-sur-Orge, et je faisais du foot. Et j'avais un entraîneur de foot qui a entraîné le Sporting Club d'Épinay-sur-Orge et qui pensait entraîner le PSG.
Et du coup, ça se passait mal parce que du coup, on n'était pas le PSG, tu vois, au niveau du niveau. Et il était très con, ce mec. Et moi, j'ai fait 7 ans de foot et il m'a vraiment dégoûté du sport. Et un après-midi, avec les copains, on tombe devant C'est mon choix. Il y avait un mec, tout le monde se souvient de C'est mon choix, cette émission extraordinaire du PAF. C'était des gens qui venaient présenter leur passion. Et il y a ce mec qui vient faire du BMX flat. Et moi, vraiment, quand j'ai vu ce mec, je me suis dit, mais c'est génial, il a pas de coach, lui. C'est le premier truc que je me suis dit. Et en plus, je me suis dit peut-être que je vais réussir à impressionner les filles au collège avec ça, et ce qui n'est pas du tout vrai. Et en fait, on a arrêté le foot avec les copains littéralement le mois d'après. Tout le monde s'est acheté soit des rollers, un skate, un BMX. Et puis, il y avait Jackass qui passait sur MTV à l'époque. Donc, on était un peu à fond de ça. Et là où ça a fait la différence par rapport à mes copains qui n'ont pas continué, parce que c'était une passade d'ado, moi, en fait, à 10 minutes de chez moi, à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour ceux qui connaissent l'Essonne, il y avait un mec qui donnait des cours de BMX flat, genre le dimanche, le samedi, le mercredi, genre c'était vraiment très structuré. Et c'était un coup de peau extraordinaire parce qu'on s'est rendu compte que c'était le seul endroit en Europe à l'époque, en 2002, où il y avait une structure qui donnait des cours de BMX flat comme ça. Et lui, ce mec-là, il m'a tout appris, il s'appelait Carlos Leal. Et ça a été un accélérateur de dingue, en fait. Il m'a vraiment tout appris pendant 2 ans et je suis devenu super fort en 2 ans. Et j'ai fait ma première compétition amateur en 2004 que j'ai gagnée. Et après, c'était parti mon kiki. La première compétition gagnée, c'est la Nora Cup à Las Vegas, c'est ça? C'est le premier titre? Alors, pas vraiment. En fait, C'est juste. c'est ma première compétition pro sur le circuit Coupe du Monde, c'est effectivement à la Nouvelle-Orléans en 2007. Et c'était un week-end vraiment qui a changé ma vie parce que la compète, c'était le samedi soir et le lundi matin, il y avait les résultats du bac. Et du coup, moi, je pars à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le jeudi. La compète le samedi, que je gagne. Alors, contre toute attente, c'était incroyable. Donc, je me retrouve sur le podium. On fait une fête extraordinaire à la Nouvelle-Orléans. Je me réveille un peu pourrave le dimanche. Je prends l'avion. Mon père me récupère à Charles de Gaulle et m'emmène à l'académie pour voir les résultats du bac. J'ai eu le bac, ES, mention assez bien. Vous aviez eu un peu plus de 13 de moyenne, si je me souviens bien ce que j'ai lu. Et c'était le prérequis avec mes parents, c'était si je voulais partir de chez mes parents et arrêter les études, il fallait que j'ai le bac quand même. Et donc le lendemain des résultats du bac, je suis parti à Paris m'installer en colocation chez un copain et c'était le début de ma carrière professionnelle. Et ce qui est fou, c'est qu'en un week-end, ce que je raconte dans le bouquin, je gagne ma première compétition pro, j'ai le bac et j'ai perdu ma virginité aussi. Voilà, petit détail. Donc c'était un gros week-end. Et au même âge, si je ne dis pas de bêtises, ce que vous racontez dans le livre, vous décrochez votre premier sponsor, pour ne pas le nommer, c'est Adidas, qui décide de vous verser 1 000 € par mois. Vous dites, j'ai vraiment, à l'époque, l'impression d'avoir décroché le jackpot. Réellement? Ah ouais, j'étais comme un dingue. J'avais 16 ans. J'avais 1 000 € par mois, j'habitais à Épinay-sur-Orge chez mes parents, j'allais au lycée, donc je dépensais rien en fait. Donc à la fin, il me restait 1 000 € quoi. Et puis c'était fou quoi. J'avais vraiment l'impression d'être Bernard Arnault. Et en fait non. Quand j'ai déménagé à Paris derrière, je me suis rendu compte que payer le loyer, après il fallait que je me paye mes voyages pour aller en compétition, la bouffe. J'étais plus chez mes parents, donc j'avais plus du tout d'argent au bout de 6 mois. Et ça a été un gros problème, ça, de ne plus avoir d'argent. Vous avez rencontré quelques difficultés après. Là, vous dites c'est le jackpot, premier titre, le bac, de l'argent qui est versé et qui profite. Mais derrière, ça a été compliqué. Hein. Il a fallu quand même quelques longs mois pour que vous stabilisiez tout ça et que vous rentriez vraiment dans une logique de compétition. Ouais, carrément. Vous deveniez solide. C'est vrai que quand je suis parti du coup de chez mes parents, du coup août 2007 jusqu'à avril 2008, je me suis rendu compte que ça allait être super compliqué et il allait falloir d'autres partenaires ou en tout cas ou peut-être reprendre les études, arrêter mon rêve de devenir pro. Et avril 2008, Red Bull arrive en France et en fait eux ils ont vraiment changé ma vie. Parce que, vous vous souvenez, ils avaient fait le lancement en France, ils avaient mis plein de mini Red Bull autour du rond-point de l'Étoile. Il y avait Julien Dupont qui avait passé au-dessus du CNIT en moto, il y a un mec qui avait sauté de la Tour Eiffel, et moi, il m'avait demandé à l'époque de les aider un peu à faire ce lancement. C'était un espèce de petit test pour voir si j'étais
si j'étais OK avec la marque. Et 3 semaines après le lancement, il m'accueille au bureau en me disant bah voilà, bienvenue dans l'équipe. Et mon premier contrat pro avec eux, vu que c'était au milieu d'une année, ils m'ont dit on ne peut pas te faire un contrat avec un salaire, mais on peut, la première année, c'est un budget voyage illimité. Donc c'était génial, j'avais le numéro d'une agence de voyage et je pouvais le lendemain prendre un billet pour aller au Mexique avec un hôtel et puis j'avais la bouffe payée. Donc moi, ça a changé ma vie, ça vraiment, parce que c'est ce qui me coûtait beaucoup d'argent à l'époque, c'était d'aller en compétition et les price money n'étaient pas énormes. Donc à partir du moment où j'ai eu le voyage, l'hôtel et tout ça de payer, je pouvais faire le mercenaire en fait, aller faire toutes les compétitions dans le monde entier et gagner ma vie comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu vraiment pro donc coup de peau encore une fois. Et c'est comme ça que vous avez tout raflé hein, entre 2008 et 2013. 4 titres quasiment consécutifs, 4 titres de champion du monde de BMX. Vous dites dans le livre, j'étais intouchable. C'est vraiment ce sentiment que vous aviez à l'époque? Parce qu'on parlait dans la table ronde précédente de la difficulté, de la pression quand on a un premier titre. Forcément, l'année d'après, on est hyper attendu et on a une pression de dingue. Vous avez géré ça comment, vous? Ouais, en fait, ce qui était génial à l'époque, c'est que mon sport n'était pas du tout médiatique. Tout le monde s'en foutait du BMX flat, encore aujourd'hui d'ailleurs. Bah non, la preuve, vous êtes à 2 mains le sport. Mais oui. on en reviendra après, mais c'est intéressant justement que les médias grand public s'en foutent un peu, à part tous les championnats du monde ou quoi, mais il y a vraiment moyen de vivre différemment de son sport médiatiquement. Et donc c'est trop chouette. Et à l'époque, il n'y avait pas moyen de vivre tout seul parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et en plus, le média grand public s'en foutait. Et donc ce qui était génial, c'est que moi, j'avais aucune pression en fait. La seule pression que j'avais, c'était celle que je me mettais sur moi-même. Et c'est pour ça, de 2008 à 2013, c'était comme si j'étais en colo permanente sur le tour. Enfin, il y avait 5 manches de Coupe du Monde pour déterminer le champion à la fin de l'année. Et il y avait, je sais pas, 30 mecs qui faisaient le circuit. Donc on était tous copains et c'était trop bien, c'était dingue cette époque. Et donc j'avais pas vraiment de pression finalement. C'est après que c'est arrivé avec l'UCI, quand ça s'est structuré, où là effectivement il y avait des plus gros enjeux. Mais ce qui était génial au début, c'est que c'était que du kiff en vrai. Et même les sponsors, les gens qui vous faisaient confiance, la marque dont vous portez une casquette aujourd'hui, elle vous a jamais imposé de choses, jamais mis une pression particulière quant à vos résultats? Bah non, parce que je gagnais. Donc oui, mais ils n'ont jamais eu quoi que ce soit à redire. Et je pense qu'effectivement, si je faisais 17e à toutes les compétitions, ils auraient dit bah là, peut-être qu'il faut, il faut se réveiller, mais je sais pas. En fait, cette période de ma vie était assez candide finalement, où je faisais énormément de vélo, du coup je gagnais, du coup ça me donnait trop envie de faire beaucoup de vélo, du coup je progressais de dingue et c'était un cercle vertueux jusqu'à cette horrible blessure en 2014. Et ça a été un sacré coup d'arrêt. Oui, alors là, c'est pareil, vous le racontez. Je rappelle, ce livre, c'est une autobiographie. Hein, donc on passe en revue vraiment toute votre carrière jusqu'à aujourd'hui, effectivement, en 2014. Si je me souviens bien, vous essayez de passer du flat au street, donc cette discipline qu'on a vue cet été aux Jeux Olympiques. Vous partez vous installer en Californie, chez un champion de la discipline qui s'appelle Dennis Enarsson, qui a lui tout aménagé dans son jardin pour pouvoir s'entraîner quotidiennement. Et puis vous avez évidemment des objectifs aussi sportifs dans cette discipline. Compétition à la suite d'une longue période d'entraînement en Estonie, très loin de vos attentes, vous finissez 68e. Ça fait drôle, là. Ouais, bah en fait, c'était vraiment qu'à ce moment-là, j'avais gagné 4 titres mondiaux en flat, donc au sol, et je me suis dit, il me faut un nouveau défi, et donc je commence à faire du street, et c'est vrai que j'allais faire des compétitions, mais je savais que j'avais pas le niveau, parce que c'était des mecs qui faisaient du street depuis 20 ans, moi j'avais commencé l'année d'avant, mais ça m'a fait beaucoup de bien de faire une autre discipline du BMX pour après retourner au flat et justement être un peu aéré. Et c'est ça que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière, c'est de faire d'autres choses que juste du BMX flat pour que ça reste vraiment une passion. Et c'était une période du coup où, cette période faste de 4 ans où je faisais beaucoup la fête et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu juste avant le FIS 2014, donc je tournais une émission pour Stade 2 qui me suivait pendant toute la compétition. Et le matin, il me demande de venir faire des images dans Montpellier et je saute
des marches et je pose le pied par terre et j'entends ma cheville complètement exploser. Et là, je me dis, oups, là, c'est pas bon. Et ça a été vraiment un moment hyper bénéfique de ma carrière finalement, parce que je me suis vraiment remis en question. C'était un moment où je m'étais séparé de ma copine, où j'avais plus d'appart à Paris, donc je suis archi favori à toutes les compétitions. Je passe dans le sous-sol de chez mes parents avec la cheville cassée, sans programme. Donc c'était vraiment très très dur et je me suis dit ok, il faut que tu arrêtes tes conneries et que tu te structures. Et c'est là que je me suis fait mon équipe autour de moi, mon kiné, mon coach mental, mon préparateur physique. Et ça, À l'époque, vous aviez 25 ans et vous écrivez dans le livre, finalement, cette blessure, donc c'est une fracture de la malléole, cette blessure à la cheville a été une bénédiction. Le mot est fort, vraiment une bénédiction que de se blesser aussi gravement. C'était la première fois en plus dans votre carrière que vous aviez ce type de blessure aussi, ouais, aussi carrément. imposante. C'était, en fait, si j'avais continué à faire la fête et à faire n'importe quoi et gagner encore deux, trois titres comme ça, j'aurais fini fêtard et pas sportif de haut niveau. Et en fait, là, le fait de me casser la cheville, c'était vraiment un coup d'arrêt pour moi à ce moment-là. Je me suis vraiment remis en question. Et je me suis dit, vas-y, il faut vraiment que tu deviennes un athlète de haut niveau et pas juste un gars qui fait du BMX et qui gagne des compétitions. Et c'est pour ça que ça a été bénéfique, parce que j'ai gagné 5 titres après cette blessure, alors que sans cette blessure, j'en suis persuadé, ça n'aurait pas été le cas. Alors, il y a quelque chose que l'on apprend dans le livre, en tout cas moi j'ai trouvé ça curieux, je ne savais pas, mais peut-être je suis le seul. Le Japon est une grosse nation de BMX. Les Japonais sont très très forts dans cette discipline. Vous dites même dans le livre que c'est le pays dans lequel vous avez le plus séjourné depuis que vous êtes sur cette planète Terre, après la France. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier au Japon, le rapport du Japon avec le BMX ? Le rapport du Japon avec tous les nouveaux sports alternatifs qu'on a vus au JO, le surf, le BMX, le skate, au JO d'hiver, le ski freestyle et le snow, c'est eux qui trustent tous les podiums. En fait, c'était des sports. Les Japonais, ils sont dingues de sports américains. Ils sont, par exemple, dingues de baseball. Et les X Games ont été retransmis pendant des années au Japon. Les X Games qui sont un peu les Jeux Olympiques des sports d'action. Et il y a toute une génération qui a 15 ans a commencé à voir ces sports et qui sont devenus fans de ces sports. Et en fait, ils ont vraiment adapté leur mentalité japonaise d'énormément de travail à tous ces sports. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont incroyables. C'est vraiment là où le sport est le plus développé, il y a le plus de champions. Que ce soit en skate, en BMX, ils raflent tout. Et c'est pour ça que tout se passe là-bas. Et moi, depuis que j'ai 17 ans, je vais au Japon. Je suis allé 86 fois au Japon, j'ai calculé l'autre fois. Ah oui. Ça fait beaucoup. Effectivement, ça parle. Mathias Dandois, votre palmarès, et même si vous disiez votre sport n'est pas médiatiquement très exposé, beaucoup moins que d'autres sports, ça vous a quand même permis de toucher un autre, d'autres métiers. Vous avez été acteur dans un film d'Axel Lafont. Bon, vous le reconnaissez bien volontiers dans le livre, qui n'a pas forcément rencontré son public et qui n'a pas énormément marché. Un film qui s'appelait MILF. Vous avez aussi fait, et vous faites, je crois, toujours du mannequinat. Dans quelle mesure vous estimez que la notoriété de sportif que vous avez a profité à vous ouvrir ces opportunités ? En fait, depuis le début de ma carrière, quand on me proposait de faire des choses différentes du BMX, je disais tout le temps oui. Parce que déjà, je crois que je suis curieux à la base. Et surtout, j'avais envie de vivre des expériences différentes que juste faire du BMX. Et quand Axel allait à cette compétition et elle me propose de faire des castings pour le film, j'aurais pu dire bah non, ça me saoule, j'ai des compétitions à préparer, j'y vais pas. J'y suis allé en rigolant. Et puis finalement, j'ai eu un des premiers rôles dans le film et qui a très mal marché au cinéma, mais qui a fait un carton sur Netflix. Si vous voulez le voir MILF sur Netflix ce soir, faites-vous plaisir. Et ça m'a créé plein d'opportunités derrière. J'ai rencontré ma femme actuelle grâce à ce film. Je sais pas, j'ai fait plein de médias ou de plateaux télé que j'aurais jamais fait juste avec le BMX. Et en fait, il faut se créer toutes ces opportunités en disant oui à plein de choses au début de sa carrière. Et vraiment, c'est un truc que je donnerais comme conseil à tous les jeunes, c'est au début, on prend tout ce qui passe. Et bon, bien sûr,
une fois qu'on a plus d'expérience, il faut choisir, il faut s'entourer. Mais au début, c'est hyper important de vivre plein d'expériences différentes pour se faire le maximum de réseau, le maximum d'expérience. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à réussir finalement. Il n'y a pas de danger à accepter des choses qui sont peut-être parfois en désaccord avec vos valeurs ou qui bénéficient d'une mauvaise image. Quand même, il y a un peu de risque quand même. Après, moi, j'ai jamais accepté de trucs trop clivants ou des choses comme ça, mais juste ça va pas faire mal à mon image d'accepter un film ou genre une séance de photos. Et au contraire, sur cette séance de photos, ce film, on va pouvoir rencontrer des gens et ça va nous bénéficier plus tard. Donc moi, vraiment, je vois aucun problème à faire d'autres choses que sa discipline sportive. Et justement, moi, je reviens des Étoiles du sport où il y avait un rassemblement de 300 athlètes de haut niveau à Tignes et on en parle de plus en plus. L'aspect mental dans le sport de haut niveau, c'est de plus en plus important et mis sur la table où s'entraîner comme un dingue tous les jours, c'est très bien, mais il faut aussi avoir des moments où on vit d'autres choses pour pouvoir être performant pendant longtemps. Et c'est pour ça que moi, sans le savoir, je l'ai fait pendant ma carrière. Mais c'est un truc que je donnerais à tous les jeunes. Il faut faire d'autres choses que son sport. Alors là, on l'a dit au début de cet entretien, Mathias, vous êtes plutôt sur la fin de votre carrière. Hein. Après les championnats du monde, ça sera terminé. On vous souhaite de réussir. Comment vous voyez la suite, votre après-carrière? Acteur, mannequin, où il y a, je crois, une volonté de transmettre aussi le savoir à travers un projet près de Reims, un street park entièrement dédié à l'entraînement et à la préparation des futurs champions, vos successeurs, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Déjà, effectivement, il y a les championnats du monde là, dans 20 jours. J'ai vraiment envie de gagner pour finir ma carrière sur une note très positive. Après, prendre quelques mois, il y a ma petite fille qui arrive en février là. Donc ça va être chouette. Profiter de mon fils aussi qui a 2 ans. Donc prendre 6 mois pour aider ma femme. Et après ça, ouais, j'ai lancé un projet il y a 2 ans qui s'appelle La Farm, qui est dans la montagne de Reims, à 15 minutes au sud de Reims, en Champagne. On a rénové une ferme avec 15 hectares de terrain. On en a fait un centre de sport. Donc dans la ferme, il y a des lodges pour y dormir. Il y a une salle de sport, un dojo pour faire des sports de combat ou des sports bien-être comme du yoga. Et dans les 15 hectares de la farm, on a fait plein d'infrastructures pour faire du sport. Il y a une piste de trail pour faire de la course à pied. On a une pump track et un skatepark pour faire du BMX. On a une piste pour faire du VTT. Et il y a des départs pour faire du gravel ou du vélo de route autour de la farm. Et l'idée, il y a vraiment trois points essentiels à ce projet. C'est déjà du sport de haut niveau, où on va accueillir des équipes professionnelles ou des fédérations qui veulent louer le site et vraiment se préparer pour s'entraîner. Des camps pour les amateurs pendant les vacances scolaires, donc des gamins qui veulent se perfectionner soit en course à pied, soit en BMX, soit en sport de combat. Et après, il y a toute une partie B2B où on va accueillir des séminaires d'entreprise. On va poser des cours de paddle, par exemple, qui sont super pour faire de la cohésion. Et donc voilà, le lieu va vivre sur ces 3 points et Juan Arbelaez va nous faire le restaurant à la farm. Donc c'est un endroit où on pourra rester une semaine sans en sortir, pas besoin d'aller trouver un resto ou un hôtel, il y aura tout sur place et ça va être un super projet pour le sport. Je trouve que les fédés, dans nos sports en tout cas, font assez mal leur travail et au lieu de critiquer, moi, je préférais donner des solutions et j'ai vraiment voulu créer ce centre pour ça. Et en l'occurrence, la fédération vous aide, vous avez un soutien ou c'est un projet totalement privé? Que dalle, la fédération ne m'a jamais aidé. Ouais. La Fédération française de cyclisme, pour le BMX, je pèse mes mots, ils font très bien leur taf pour le reste, mais pour le BMX, ils n'ont jamais rien fait. Anthony Jean-Jean, qui a gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, il devait aller à une manche de Coupe du Monde à Shanghai le mois dernier. Ils lui ont dit non, mais on n'a pas de budget pour toi, tu vas par tes propres moyens. Super la Fédé. Et donc c'est pour ça que, et moi c'est pareil avec moi, tu vois, je suis 9 fois champion du monde, j'ai jamais eu un euro de la Fédé. Et tu vois, ils me demandent quand même de porter le maillot de l'équipe de France
en compétition. Je dis bah non les gars, c'est pas possible, tu vois. Et donc comme ils font pas le taf, bah, c'est les athlètes qui doivent en fin de carrière qui doivent faire leur travail et c'est pour ça que je fais la farm. Bah, bravo. On vous souhaite pleine réussite à ce projet et puis on vous souhaite aussi plein de succès pour le dernier défi dans 20 jours au championnat du monde. Merci beaucoup Mathias Dandois d'être passé par Demain le sport. Je rappelle le titre de votre livre autobiographique, c'est le premier chez Flammarion, Figure du bitume. On va en dédicacer quelques-uns et puis la conversation peut se poursuivre ici autour de cette table. Pour ceux qui le souhaitent, je vous remercie infiniment d'être passé par Demain le sport et je vous souhaite plein de bonnes choses pour les championnats du monde. Merci Mathias.